Allons parler de l'implémentation de la riposte au niveau de la surveillance. Comment est-ce qu'on implémente une riposte ou comment est-ce qu'on travaille dans la riposte quand il y a une épidémie? Comment est-ce que cela s'est fait? Désolé, on n'aura pas de pause aujourd'hui parce que, bon, voilà, on doit finir à midi et vous avez commencé en retard. Bon, celui qui veut sa pause, il est libre, il sort, il entre. On est en démocratie. Bon, du moins dans mon cours. Alors, pour la surveillance, la riposte avait été structurée de plusieurs manières, hein. Ça a évolué dans le temps, etc. La toute dernière évolution, c'est celle que je vous présente, et la riposte, c'est pour les cas de Mpox. Elle concerne les centres des opérations des urgences. Au fait, le système de gestion de l'incident, c'est ça qu'on utilise actuellement ici. C'est un système qui est mis en place et je vais m'efforcer de l'expliquer. Il est assez complexe et il a beaucoup de schémas et beaucoup de couleurs. Ce ne sont pas mes diapositives. J'ai emprunté les diapositives du COUSP, du Centre des opérations des urgences, parce que c'est ça qui s'est fait en réalité. Et je voudrais que vous puissiez le comprendre parce que c'est dans ça, dans cet environnement que vous allez évoluer. Alors, comment est organisée cette riposte? C'est une riposte qui est localisée. Regardez la partie supérieure ici avec mon curseur qui est fixée ou qui est basée sur l'approche zonale. Ça signifie que c'est au niveau des zones de santé que la majorité des actions se font avec l'appui du niveau provincial et du niveau national. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez à gauche. Au niveau des contacts, par exemple, vous vous rappelez les contacts, ce qui c'est, non? Je vous ai dit, je vous ai enseigné les contacts. D'autres personnes qui sont entrées en contact avec un cas suspect selon les conditions et les circonstances que j'avais listées hier. Alors, les contacts peuvent être listés au niveau de la communauté. Et s'il y a des alertes, les alertes, ça signifie les cas qui ont des symptômes. Avant même de les investiguer, on les appelle les alertes. Parce que les alertes, c'est pour dire que j'ai trouvé quelqu'un qui est en train de vomir ici, qui a de la fièvre chez mon voisin. J'appelle le numéro vert, par exemple. Alors, quand on appelle les gens, l'équipe de la surveillance, au fait, ils disent que nous avons une alerte et nous allons aller investiguer l'alerte. Après avoir investigué l'alerte, si l'alerte est positive, s'il faut dire, on va considérer que cette alerte devient un suspect et le cas suspect va être maintenant amené pour être prélevé et analysé. Et s'il est positif, il sera qu'à confirmer. Il est négatif, et bien sûr, il ne sera plus suspect du tout, ça sera un non-cas. Maintenant, ceci peut se faire au niveau de la communauté, si c'est quelqu'un de la communauté qui voit. Mais ça peut être au niveau du centre de santé. Ça signifie que l'infirmier, le médecin ou n'importe qui travaille au niveau du centre de santé ou du centre de santé de référence peut voir un cas qui répond à la définition des cas. Il va lui aussi appeler ou contacter les équipes du BCZ, du Bureau central de la zone de santé. Ça peut être au niveau du centre de santé, des hôpitaux ou alors des points d'entrée. Les points d'entrée, c'est quoi? Vous êtes à la Grande Barrière. Quelqu'un vient du Rwanda et il y a une épidémie de Marburg au Rwanda. L'équipe du PNHF à la frontière, les gens qui sont habillés toujours en blanc avec le col rouge, vous les voyez souvent quand vous traversez, c'est l'équipe du PNHF. Ils sont chargés de faire le screening des personnes qui traversent. Ils vont screener, ils vont dépister, ils utilisent un thermoflash, ils trouvent que la personne a la fièvre, elle a les yeux qui sont rouges, elle est ictérique, mais elle est venue quand même traverser. Eux ils peuvent donner l'alerte. Ils vont appeler l'équipe de la surveillance au niveau de la zone de santé pour dire que nous avons un cas ici, il a tel signe, veuillez venir pour investiguer. En fonction des signes qu'il va présenter, l'équipe va prendre la fiche d'investigation qui convient. Si c'est un cas de fièvre hémorragique, si c'est un cas de maladie respiratoire, si c'est un cas de mpox ou autre, ils vont venir pour faire l'investigation. Ce qui fait que la gestion s'est faite au niveau de la communauté et des établissements de soins, centres de santé, hôpitaux, points d'entrée, etc. Quand l'alerte vient, l'alerte doit être validée. Quand l'alerte est validée, vous le remarquez ici, il devient un cas suspect. Maintenant, un cas suspect, ça signifie un cas. Pourquoi on valide un cas? Il raconte son histoire, vous complétez, vous l'écoutez, vous voyez qu'il entre, il a un lien épidémiologique. Là, alors, vous dites que c'est bon, je pense que cette alerte ici peut être un cas suspect parce qu'il a des symptômes. Alors, quand il a des symptômes, vous faites un prélèvement. Si vous les testez positif,
il sera un cas confirmé. S'il est négatif, vous allez le décharger comme étant un non-cas. Mais s'il est positif, vous allez poursuivre l'investigation jusqu'à ce que vous ferez le prélèvement. Et attends, je vais essayer de zoomer pour que vous compreniez. Voilà. Vous allez faire, voilà, l'alerte, vous validez. Quand l'alerte est validée, il devient un cas suspect. Vous allez maintenant faire l'investigation et quand vous avez fini l'investigation, vous allez lui faire un prélèvement que vous allez amener au laboratoire. Le laboratoire va tester. Si c'est un cas qui est négatif, la personne va être déchargée comme étant un non-cas. Si la personne est positive, elle va être détectée comme un cas confirmé. Et pour les cas de maladies épidémiques ou des maladies à potentiel épidémique, à partir du moment où vous confirmez les cas, vous activez ce qu'on appelle les systèmes de gestion d'incidents, les SGI, les systèmes de gestion d'incidents. Ça veut dire que vous commencez à gérer l'incident, vous commencez à gérer l'urgence, vous commencez à gérer l'épidémie. Alors, j'ai mis le texte ici pour dire en temps normal, les alertes sont remontées de la communauté, des établissements de soins de santé et des autres structures et autres, les points d'entrée et les points de contrôle. Mais une fois que l'alerte est validée selon la définition des cas, l'alerte devient un cas suspect. Et le cas suspect doit être maintenant investigué et prélevé et envoyé au laboratoire. Et on peut déjà faire un listage des contacts. On verra comment ça se fait. Après analyse du laboratoire, si le résultat est négatif, on reste dans la routine et on décharge les contacts listés parce que ce sont des non-cas. Par contre, si le résultat est positif, on confirme l'incident. L'incident, ça signifie l'épidémie et on active le système de gestion de l'incident et on passe en mode riposte ou en mode réponse. On verra qu'il y a un mode veille et puis un mode réponse. Et on démarre des activités par pilier. Ça signifie la surveillance, la vaccination, s'il y a un vaccin, le laboratoire, le diagnostic, la PCI, etc., selon les cas. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Non. Alors, au niveau de la division provinciale, c'est le niveau intermédiaire, hein. J'essaie de mettre les zooms. Voilà. Au niveau du BCZ, le bureau central au niveau de la zone de santé, bureau central de la zone de santé, quand ils ont les informations, ils transmettent à la division provinciale de la santé. La division de la des provinciales de la santé sera notifiée en routine et s'il y a des échantillons, les échantillons vont arriver au niveau laboratoire provincial pour être analysés. Ce qui fait qu'en routine, on va utiliser la base des données agrégées avec les incidents, les rapportages et autres hebdomadaires pour suivre les tendances. Ce qui fait que on fait une analyse passive. Les données qui ont été envoyées des Mweso, des Kibirizi, des Itebero, des Kiroche, des Beni, des Butembo, des Musienene, Vuovi, etc. Toutes ces données sont analysées à Goma par zone de santé. Ça, c'est le rapportage des routines hebdomadaires. On va regarder les tendances, les courbes dont je vous ai parlé, et les indicateurs. Si les indicateurs sont normaux ou sont perturbés, qu'il n'y a pas un incident, on n'a pas besoin des équipes de renfort ni de la logistique supplémentaire. On va juste faire ce qui est la routine, la supervision, on donne des instructions aux zones de santé sur la façon dont ils doivent travailler pour gérer les problèmes qui se posent au quotidien. Et le niveau provincial aussi va transmettre les informations au niveau national. Le niveau national également, quand il n'y a pas d'incident, ils vont faire les analyses des routines de la base des données et des indicateurs de santé. Une fois qu'ils ont analysé, les échantillons aussi vont être envoyés au niveau national si c'est le cas. Et au niveau national, les centres des opérations d'urgence de santé publique, les COUSP, fonctionnent en mode qu'on appelle en mode veille et il est associé aux directions des différents programmes. C'est par exemple le programme de lutte contre le VIH, le programme de la santé et de la reproduction, le programme de lutte contre le paludisme, contre les mpox, les fièvres hémorragiques, contre les maladies éruptives, etc. Tous ces programmes travaillent en mode veille, ils font la routine et ils reçoivent des données agrégées de la province. Et s'il y a confirmation d'un incident, c'est alors que le COUSP va passer en mode urgence. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'épidémie, le COUSP et les provinces travaillent dans ce qu'on appelle en mode veille. Alors, en mode veille, la dernière partie, je voulais zoomer, c'est voilà.
En mode veille, vous faites la routine et vous faites aussi la préparation. Ça signifie que le jour où il y aura un incident, vous allez agir. En résumé, la surveillance s'est faite au niveau de la zone de santé et les décisions vont être prises au niveau central parce que la zone de santé va remonter les informations à la province va remonter au pays et le pays prendra des décisions pour chacune des situations selon les cas qui se présentent et puis on aura une réponse qui est intégrée et qui va s'appliquer à tous. Ça, c'est la structuration actuelle de la surveillance et de la riposte. Maintenant, quand il y a une épidémie, on passe maintenant en ce qu'on appelle le mode réponse. Qu'est-ce qui se passe dans le mode réponse? En mode réponse, toutes les interventions des piliers ou des groupes de travail vont être renforcées. Renforcement, ça signifie on garde la routine, mais on y ajoute le mode réponse pour avoir les deux. S'il y avait la surveillance qui se faisait dans les hôpitaux et dans la communauté, on va renforcer pour avoir pour garder la routine qu'on fait chaque jour. Donc, on va y ajouter mode réponse et on active les piliers. Les piliers, ce sont les groupes de travail. Et j'ai listé les piliers ici. La surveillance, le laboratoire, la prise en charge médicale, la, pri- la prévention et contrôle des infections, la PCI, la CREC, c'est très important. CREC, c'est communication des risques et engagement communautaire. C'est eux qui formulent les messages qui vont être adressés à la communauté, à la population, etc. La vaccination, bien sûr, dans les hôpitaux, dans les établissements de soins de santé et dans la communauté. Et finalement, la collecte des données, que ce soit dans la communauté ou dans les établissements de santé. Ça, c'est quand le mode urgence est activé, on quitte le mode veille. Alors, en mode urgence, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de revenir sur les schémas pour vous permettre de bien voir. D'accord. Tout commence par l'investigation. Bon, on peut prendre la droite dans la communauté. C'était les schémas que vous avez vus précédemment, mais je l'ai mis cette fois-ci à la droite. La communauté rapporte des cas, des alertes. Le centre de santé peut également rapporter des alertes, les hôpitaux et aussi les autres. Ça signifie les points d'entrée, les points de contrôle. Ils rapportent des alertes. Les alertes vont être validées. Ils vont être validés par les équipes de la surveillance. Une fois qu'ils sont validés, ils deviennent des cas suspects. Quand ils sont des cas suspects, ils vont maintenant subir l'investigation complète pour avoir assez d'informations. À l'issue de l'investigation, on va faire un prélèvement d'échantillons qui correspond, ça peut être les sangs, ça peut être les lésions, ça peut être les sécrétions oropharyngées, ça peut être autre chose selon la maladie que l'on considère. On prend l'échantillon, on envoie au laboratoire. Si l'échantillon est positif, non, est négatif pour une maladie spécifique que l'on recherchait dans l'investigation, ils vont être déclarés comme étant non-cas et ils vont être déchargés. Si par contre l'analyse au laboratoire est positive pour le pathogène, ça signifie qu'on a un cas confirmé et cette fois-là, on active les systèmes d'incident, le système de gestion d'incident. Et une fois que le système de gestion d'incident est activé, ça signifie que au mode routine qu'on avait, on y ajoute le mode urgence. Alors, ce qui fait qu'il y a activation du système de gestion. Alors, le système de gestion de l'incident va revenir dans la communauté de santé, dans les hôpitaux, pour ajouter la partie riposte, la partie réponse, le mode réponse au mode traditionnel qui existe, qui est le mode routine. Et voilà, l'incident va être ajouté. Et comme vous le remarquez, en rouge, je vais essayer de zoomer. Je reviens au Zoom. Vous avez les bases de données de suivi des contacts. On va voir tout à l'heure comment ça se fait, les suivis des contacts. On va faire les suivis des contacts. On va suivre tous les contacts des cas. Et puis, on va confectionner les listes linéaires qui vont être régulièrement actualisées, partagées avec les équipes, y compris le laboratoire. Au niveau provincial, quand on active le mode
réponse, toutes les équipes et la logistique vont être renforcées également au niveau provincial. Pourquoi? Parce que on aura des équipes additionnelles pour la recherche active des cas, on aura des équipes pour l'investigation, pour la gestion des contacts, la gestion des données, pour le prélèvement des échantillons, pour les transports des échantillons, pour la communication. Ça, c'est au niveau provincial, en collaboration avec le laboratoire provincial et bien sûr la DPS. Et il y aura un système de gestion d'incidents qui va être activé pour la maladie concernée. Ça peut être l'anthrax, ça peut être le choléra, ça peut être la méningite, mais au niveau provincial. La notification des routines va se poursuivre, mais vous allez voir on va avoir maintenant une base de données de suivi des contacts et des listes linéaires pour les cas, et bien sûr une base de données laboratoire obligatoirement, parce que chaque jour, le laboratoire va commencer à recevoir des échantillons des cas suspects qui étaient auparavant des alertes, qui ont été investigués et validés puisqu'ils répondent à la définition des cas. Et au niveau national, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau national, en mode réponse, ou riposte ou réponse, c'est la même chose. On va définir les stratégies de la riposte ou de la réponse. On va mettre en place un mécanisme de coordination et on va mobiliser les ressources pour accompagner les équipes du niveau provincial et bien sûr du niveau périphérique ou local. Et au niveau national, évidemment, on active le mode riposte, le mode réponse ou le système de gestion de l'incident. Il va se poursuivre aux côtés du système de routine, ce qui fait qu'on aura évidemment une base de données de suivi des contacts. On aura une liste linéaire de tous les cas confirmés, une base de données des laboratoires. Et comme vous pouvez le voir en résumé, la stratégie reste toujours définie au niveau central, mais elle se met en œuvre au niveau de la zone de santé. Et voilà, vous avez une combinaison de la riposte et la mise en place du système de gestion d'incidents parce qu'il y a un incident qui a été identifié. Question? Voilà, on poursuit. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est ceci. Comment est-ce que se constitue le système de gestion de l'incident en cas d'épidémie? C'est très important de savoir comment est-ce que le système de gestion de l'incident est structuré. C'est très important. Je vais essayer de faire les zooms pour vous permettre de voir. On va commencer par le niveau central. Le niveau central, c'est le niveau national. Au niveau central, vous avez le ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec les PTF. Les PTF, ce sont les partenaires technico-financiers du pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle, en fait, ils ont une coordination qu'on appelle la coordination stratégique. À quoi sert la coordination stratégique? À proposer et ou à valider les orientations politiques qui ont été prises et stratégiques pour la riposte qui a été choisie. Et habituellement, ils tiennent des réunions. Normalement, c'est chaque lundi au cabinet du ministre. Bon, ça, c'est pas le plus important. Il faut juste savoir qu'il y a une coordination stratégique avec les partenaires technico-financiers. Ensuite, la coordination stratégique, elle est au-dessus d'une autre coordination qu'on appelle la coordination opérationnelle, mais au niveau national. C'est la coordination opérationnelle au niveau national, d'accord, qui inclut également les systèmes de gestion de l'incident. C'est ici que, à part le ministre et les partenaires technico-financiers, dans la coordination opérationnelle nationale, il y a maintenant l'INSP, l'Institut national de santé publique, le COUSP, le Centre des opérations des urgences et santé publique, qui en fait vont gérer l'incident. Bien sûr, en association avec les partenaires technico-financiers et autres. Ils vont gérer l'incident. Mais cette coordination opérationnelle rapporte toujours à la coordination stratégique qui est présidée par le ministre lui-même. Alors, quel est le rôle de cette coordination opérationnelle? La coordination opérationnelle, j'ai dit, désolé, qu'elle reporte à la coordination stratégique qui est présidée par le ministre lui-même. Alors, quel est le rôle de cette coordination opérationnelle au niveau national? Elle va élaborer le plan de riposte au niveau national, elle va définir la stratégie de la riposte ou de la réponse, l'approche mise en œuvre,
et elle rendra compte à la coordination stratégique et elle va accompagner les provinces. Donc, vous voyez que ils ont un rôle pivot. Ils rapportent au niveau du ministre avec la coordination stratégique et les partenaires technico-financiers, mais en même temps, c'est eux qui vont accompagner toutes les provinces. Eux aussi, ils se réunissent, par exemple, pour le cas d'Mpox, tous les mardis et les vendredis pour traiter la réponse, de la riposte. C'est pas important de retenir quand est-ce qu'ils se réunissent, mais de retenir ce qu'ils font régulièrement. Ça, c'est au niveau national. Au niveau provincial, on a maintenant ce qu'on appelle une coordination opérationnelle, mais cette fois-là au niveau provincial. Et cette coordination opérationnelle au niveau provincial comprend la DPS, la Division provinciale de la santé, qui représente le ministère de la Santé, les partenaires technico-financiers qui sont présents au niveau de la province. Les APA, ce sont les autorités politico-administratives. D'accord? Et bien sûr, la commission Une Santé. J'ai oublié de le mentionner, le One Health. C'est ça, une santé, coordination, une santé. Le One Health, c'est pour inclure les composantes, la composante animale, One Health. Parce que, comme vous le savez, on a nous tous une santé, que ce soit les humains et les animaux, parce qu'il y a des maladies qui commencent chez les animaux, qui finissent chez les humains et qui commencent chez les humains, qui vont chez les animaux. Alors, l'approche actuelle de la santé, d'avoir une seule santé, ça signifie que quand on met les actions chez les humains, on les mène également dans les secteurs animaux parce que nous vivons toujours en interaction avec les humains, les animaux et l'environnement, bien entendu. Et pour que la réponse marche, elle soit coordonnée, efficace, elle doit inclure toutes ces composantes. Donc, c'est partout là où vous voyez les CCUS. C'est voilà, le comité One Health ou Une Santé. Voilà, les commissions de coordination Une Santé. Voilà, qui interviennent à ces faits. Alors, au niveau provincial, nous avons ce qu'on appelle la coordination opérationnelle provinciale. Celle-ci comprend la DPS, les partenaires technico-financiers, les autorités politico-administratives, la commission One Health, et ici aussi également, on met en place un système de gestion de l'incident. Et quand on met en place un système de gestion de l'incident, ici, au niveau opérationnel provincial, le rôle est un, d'élaborer le plan de riposte au niveau provincial. Il y avait un plan au niveau national, mais le plan doit être adapté à chaque province. Parce que toutes les provinces n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes difficultés et n'ont pas les mêmes aspects techniques ou les mêmes challenges. Définir le mécanisme d'appui aux zones de santé et à la communauté. Et puis, eux aussi vont rendre compte au système de gestion de l'incident au niveau national. Ils ont aussi des horaires de réunion. Ensuite, au niveau de la zone de santé, cette fois-là, il y a maintenant ce qu'on appelle une coordination tactique. La coordination tactique comprend la zone de santé, donc le bureau de la zone de santé, dirigé par le médecin-chef des zones, les équipes cadres de la zone de santé, l'équipe cadre de la zone de santé, les infirmiers, superviseurs, infirmiers titulaires, les médecins, des directeurs des hôpitaux, les médecins chefs des staffs, etc. Vous avez également les autorités politico-administratives au niveau de la zone de santé et les partenaires technico-financiers au niveau de la zone de santé et la coordination Une Santé. Alors ici, la coordination tactique va faire quoi? Elle va mener les interventions de la réponse avec les différents groupes de travail ou les piliers, surveillance, laboratoire, prise en charge médicale, PCI, CREC, vaccination, les autres services, et puis ils vont rendre compte au niveau provincial. Eux aussi, ils ont un horaire de travail, et seulement dans leur horaire de travail, bien sûr, ils doivent inclure qu'ils doivent partager le rapport avec la coordination opérationnelle provinciale, etc. Mais ils traitent également les dossiers des aires de santé et autres. Le dernier échelon, ça sera la communauté. Alors, au niveau de la communauté, nous avons les autorités politico-administratives de la communauté, nous avons les relais communautaires, les animateurs des cellules de santé communautaires, les leaders communautaires. C'est important parce que je vous ai parlé de communication. Il faut que vous ayez des relais, des gens à qui vous donnez des messages et qui soient capables de comprendre votre message sophistiqué et qui puissent les transmettre dans les termes les plus simples et les plus simplistes à la population.
Souvenez-vous de l'expérience du préservatif au niveau du doigt, parce que le message n'a pas été bien véhiculé par des experts de la communication qui connaissent et qui parlent le langage et la langue locale et qui connaissent les us et coutumes au niveau local et ils peuvent communiquer efficacement et faire comprendre à la population ce que vous voulez dire réellement. Parce que parfois, à cause de la pudeur dans nos milieux, peut-être, il y a des choses qu'on ne sait pas dire clairement. Si je vous dis à vous dans cette salle là-bas, combien, s'ils sont assis et ils ont leurs parents devant, dans la communauté, seront capables ou à l'aise de prononcer les mots tels que pénis, tels que vagin, tels que fesses quand ils sont en présence des parents. Vous voyez qu'on a de la retenue parce que voilà, c'est par rapport à nos us et coutumes. Maintenant, les experts de la communication, quand ce sont des choses sensibles, quels qu'ils soient, ils ont un langage approprié pour pouvoir parler sans gêne et de manière tout à fait transparente afin de faire passer les messages les plus importants. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais, jamais, jamais faire des ripostes communautaires sans avoir des personnels de communication. Donc, les agents communautaires de la santé animale, les relais communautaires, les leaders communautaires, etc., tout cela ont un rôle important. Alors, que fait la communauté? Un, la sensibilisation. Deux, la remontée des alertes au centre de santé concernant des personnes qui ont des symptômes précis, hein. Par exemple, les relais communautaires, c'est quelqu'un qui vit dans la communauté, c'est un agent communautaire. Il passe dans la communauté, mais il travaille avec les systèmes de santé. Il passe, il apprend, ah, comment, quelle nouvelle ici? Ah non, il y a trois enfants qui ont fait la diarrhée. Quel type de diarrhée? Ah, etc. Ok, d'accord. Le relais communautaire va dire à l'infirmier superviseur ou ou à l'infirmier titulaire. Donc voilà, au niveau du centre de santé que non. Dans trois ménages, je suis passé, on dit qu'il y a des enfants qui font la diarrhée. Est-ce que vous êtes allé voir? Ah non, je ne suis pas au courant. Le RECO transmet l'information à l'infirmier titulaire d'un poste de santé aux zones de santé. L'infirmier va aller voir et il va rapporter et il peut communiquer avec son infirmier superviseur. Parfois, ils ont même des motos et autres où ce sont les infirmiers superviseurs qui passent régulièrement dans les aires de santé sur différents axes pour demander, prendre des informations, les récolter et les amener au niveau de l'aire de santé ou même de la zone de santé et faire un rapport. Troisièmement, la communauté va orienter les gens qui ont des symptômes et autres vers les centres de traitement pour que les malades soient suivis. Ça, c'est important. Alors, en résumé, voici le tableau maintenant que vous le voyez très bien. Donc, vous avez une coordination au niveau national. Vous avez une coordination stratégique qui est composée du ministre de la Santé lui-même, les partenaires technico-financiers et la coordination One Health. C'est elle qui propose ou valide les orientations politiques et stratégiques de la riposte. Et elle chapeaute ce qu'on appelle, au niveau toujours central, elle va chapeauter une autre structure qui s'appelle la coordination opérationnelle nationale. Celle-ci, la coordination opérationnelle nationale, est composée de l'INSP avec son centre des opérations des urgences de santé publique pour la RDC, le COUSP, les partenaires technico-financiers, la coordination une santé, et c'est ici qu'il y a le système de gestion de l'incident. Ici, c'est pour l'Mpox, mais ça peut être pour une autre maladie. J'ai pris l'exemple qui est le plus en vogue. Cette coordination opérationnelle élabore le plan de riposte national, définit la stratégie de l'État et l'approche qui doit être impliquée, implémentée. Elle doit rendre la coordination stratégique, mais en même temps, elle doit accompagner celles qui sont en bas ici, les provinces. Au niveau provincial, on a ce qu'on appelle une coordination opérationnelle provinciale, qui comprend la DPS avec son chef de division, les partenaires financiers qui appuient la province, les autorités politico-administratives, la coordination une santé et bien sûr la coordination opérationnelle provinciale. Élaborer le plan de riposte au niveau provincial et à la communauté et rendre compte au système. On descend au niveau de la zone de santé. Au niveau de la zone de santé, on a une coordination tactique. La coordination tactique comprend la zone de santé avec le médecin-chef des zones. D'accord? Nous avons les équipes cadres de la zone de santé, les autorités politico-administratives, les partenaires technico-financiers et la coordination une santé. Leur rôle, c'est de pouvoir mener
les interventions de la riposte avec les différents groupes de travail, surveillance laboratoire, prise en charge médicale, prévention et contrôle de l'infection, contrôle et communication des risques et engagements communautaires, vaccination et autres. Et eux rendent compte à la coordination opérationnelle provinciale. Et finalement, nous avons la communauté. La communauté qui comprend les autorités politico-administratives, les relais communautaires, les agents communautaires de santé animale et les leaders communautaires. Leur rôle, ce sera de sensibiliser, de remonter les alertes au niveau du centre de santé pour toutes les personnes qui présentent les symptômes et ils doivent également les orienter vers les centres de traitement, d'accord, pour qu'ils suivent les contacts. Voilà. Est-ce que j'ai une question à ce stade avant que je n'avance? De toute façon, on finira à midi juste comme on s'est convenu. Oui, oui, professeur, vous avez été clair, mais il y a un mot qui nous apparaît nouveau. Lequel? La riposte. La riposte, c'est ça la réponse. La riposte, c'est Euh, bon, pour vous montrer, vous illustrer avec des termes simples que vous connaissez un peu plus parce que vous vivez à Goma. La riposte, c'est la contre-offensive. Là, c'est clair? Vous avez été agressé, vous avez attaqué, vous vous préparez à riposter, à répliquer, à faire une contre-offensive. C'est ça la riposte. Au niveau de la santé, lorsqu'il y a un incident qui survient, ça peut être un événement de santé, ça peut être une maladie, ça peut être bon, enfin une maladie, une épidémie, etc. Vous décidez de répliquer, de répondre à cette épidémie. Alors, vous faites une réponse ou une riposte ou une réplique, si vous voulez. Mais le terme approprié, c'est la riposte ou la réponse. Et maintenant, vous mettez en place un système de gestion de cette riposte-là. C'est ça qu'on appelle le système de gestion de l'incident. Et vous allez gérer l'incident qui est au fait la maladie ou l'épidémie qui vous, qui vous, qui est apparu dans la communauté, etc. Et vous mettez en place tout un mécanisme pour lutter efficacement afin de contrôler cette maladie. En fait, c'est le mécanisme de réponse ou de lutte contre une épidémie ou contre un fléau, contre une maladie, contre un incident. C'est ça la riposte. C'est clair maintenant? C'est clair, professeur. Merci. Alors, pour passer cette diapositive, le plus important, c'est quoi? La zone de santé. En fait, la riposte c'est fait au niveau de la zone de santé, mais les décisions se font au niveau national. Les stratégies sont définies au niveau national, mais l'intervention les interventions ou l'intervention s'est fait au niveau de la zone de santé. Ça, c'est plus important. Et vous avez des indicateurs au niveau provincial, au niveau national et au niveau local. Et vous avez une coordination provinciale au niveau une coordination provinciale, une coordination tactique, et vous avez les animateurs par pilier dans tous les groupes, et vous avez la communauté. Donc ça, c'est le résumé de ce que j'ai dit, mais j'ai repris ici en mettant en panorama tous ces diagrammes qui est bon, très bien, mais bon, pour moi, il est un peu plus coloré, il y a beaucoup de couleurs, mais c'est une diapositive que je ne pouvais pas modifier parce que voilà, je l'ai prise comme une photo. Alors, la coordination stratégique, j'ai dit, la coordination stratégique et politique, elle propose ou elle valide les orientations politiques et stratégiques de la riposte. Ici, c'est le cas d'Mpox, mais de manière générale, elle propose les stratégies. Elle est pilotée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour notre pays. La coordination opérationnelle nationale, je vous l'ai dit, elle élabore les plans de riposte. J'ai mis maintenant les phrases sur le diagramme que vous aviez là, comme ça vous pouvez aussi retenir ceci. La coordination opérationnelle au niveau national va élaborer les plans de riposte. Elle va définir la stratégie, l'approche pour l'implémentation de la riposte ou de la réponse. Elle va accompagner les provinces et rendra compte à la coordination stratégique qui est pilotée par les ministres. Mais cette coordination nationale opérationnelle, elle est pilotée par l'INSP, qui est l'Institut national de santé publique, à travers un organe particulier qu'on appelle le COUSP, ou les centres des opérations des urgences de santé publique. Et le COUSP met en place ce qu'on appelle un système de gestion de l'incident. Le COUSP, il est organique, ça signifie qu'il est permanent.
le centre des opérations des urgences et santé publique est permanent. Dans d'autres pays, on l'appelle, bon, en anglais, c'est EOC, Emergency Operations Center, le centre d'opération des urgences. C'est quelque chose qui est permanent. Mais le système de gestion de l'incident, lui, il est temporel, il est flexible. Ça signifie que quand l'épidémie de Mpox, par exemple, est finie, le système de gestion de l'incident est relevé de ses fonctions, il est supprimé. On revient en mode veille. Et en mode veille, il n'y a que la routine, la surveillance des routines qui s'est fait. Lorsqu'il y a un incident, lorsqu'il y a une épidémie qui est confirmée, le système de gestion de l'incident s'est mis en place. Pourquoi? Parce que le COUSP est passé en mode riposte ou en mode réponse. Et en mode réponse, évidemment, ils vont mettre en place un système pour gérer cet incident jusqu'à la fin. Et quand l'épidémie est finie, le système de gestion de l'incident est enlevé. Au niveau provincial maintenant, la coordination opérationnelle va appliquer le plan qui lui a été proposé au niveau national, mais ils ne vont pas seulement appliquer, ils vont l'adapter par rapport au niveau provincial selon les réalités, les contraintes et difficultés du niveau national pour qu'il soit adapté. Ils vont définir le mécanisme d'appui aux zones de santé et aux zones de santé à la communauté. Et au niveau provincial, c'est le chef de division provinciale qui va le piloter. Mais comme il y a une coordination One Health, une santé, il y aura également les chefs de division de pêche et élevage, parce que élevage et pêche, c'est eux qui prennent la partie animale. Mais bien sûr, donc les chefs de division sont ce qu'on appelle les incident managers adjoints. On verra plus tard ce que c'est un incident manager. Ce sont les patrons de la riposte. Mais ce n'est pas toujours le ministère de pêche et élevage qui doit être inclus dans le One Health, hein. Ça dépendra de la politique du pays. Par exemple, en RDC, ça dépend du gouvernement. Dans le gouvernement actuel, il y a un ministère de pêche et élevage qui inclut ça. Mais parfois, vous avez un ministère qui comprend pêche, forêt, élevage, tout ça ensemble. Parfois, ça passe dans d'autres ministères, c'est selon les cas. Mais en fait, l'idée, c'est que le ministère ou la division qui a en charge la pêche et l'élevage, c'est elle qui sera représentée dans les One Health. Et ce comité provincial rendra toujours compte au système de gestion de l'incident au niveau national, mais, ils vont également rendre compte à l'autorité politico-administrative en place. C'est important parce que on peut transmettre la réponse au niveau de Kinshasa, par exemple, chez les ministres. Mais il y a le gouverneur qui administre la province et c'est sa population qui est affectée directement. Donc, il doit également avoir un rapport, avoir le temps de prendre des décisions et de discuter aussi. Et il peut aussi contribuer quelque chose, même s'il recevra les orientations du niveau national. Il ne faut pas l'oublier. Alors, la zone de santé, c'est le niveau où tout s'est fait, le niveau opérationnel de la riposte ou de la réponse. C'est elle qui organise les interventions de tous les piliers, laboratoire, vaccination, surveillance, d'entrée, point de contrôle, PCI. La zone de santé est pilotée par l'équipe de la zone de santé, dont le médecin chef de zone est le patron. Et donc, eux vont rendre compte à la coordination opérationnelle au niveau provincial. Au niveau de l'aire de santé, en fait, c'est là que toutes les interventions vont se mener dans tous les piliers. Et au niveau de l'aire de santé, il y a l'équipe cadre de l'aire de santé également, et ici qui est représentée par l'infirmier titulaire et le président du comité Une Santé. Les deux vont être coordonnateurs. L'infirmier titulaire dans l'aire de santé et le président du comité Une Santé sera également là. Et ils vont rendre compte à l'équipe cadre de la zone de santé et qui va transmettre voilà, au niveau. Vous voyez que c'est très échelonné, etc. Et dans tout ça, la communauté, le public, la population. Ils vont subir ou ils vont être acteurs, je préfère dire acteurs, de la mise en place des interventions qui ont été dictées par le niveau national, qui est passé par le niveau provincial pour être adapté et transmis au niveau de la zone de santé qui va maintenant les distiller, les dispatcher jusque dans la communauté. Cette communauté, elle est pilotée par les autorités politico-administratives. Ça peut être les chefs des villages,
les chefs des groupements, les chefs des chefferies, etc. C'est important. Mais des autorités locales auxquelles s'associent les leaders communautaires. Dans chaque communauté, vous savez qu'il y a toujours des leaders. Voilà. Et il y a les relais communautaires et donc les cellules, comment on appelle les CAC, les cellules d'animation communautaire et les agents de, comment on appelle, les agents de la santé animale qui sont également impliqués. Et eux aussi vont rendre compte à l'équipe de l'aire de santé. L'équipe de l'aire de santé va rendre compte à la zone de santé. La zone de santé sur la dia précédente va rendre compte à la province. La province rendra compte au système d'incidents, de gestion d'incidents au niveau national. Le système de gestion d'incidents au niveau national va rendre compte à la coordination stratégique qui est pilotée par le ministre. Voilà comment les choses se présentent. Note ou nota bene, à chaque niveau de l'organisation de la riposte ou de la réponse, le ministère de la Santé travaille avec les partenaires financiers, là vous l'avez vu, les autorités politico-administratives et la coordination Une Santé. C'est dans cette coordination qu'on a la santé humaine, la santé animale et environnementale côte à côte. C'est très important. Parce que si c'est une maladie hydrique, ça signifie une maladie qui se transmet par l'eau, parce que l'eau n'est pas potable. Vous n'allez pas mettre le chlore dans un lac. Vous devez demander à la division qui a en charge l'environnement. C'est eux qui vont vous dire comment est-ce qu'on va assainir les eaux ou comment on va rendre les eaux potables. Ce n'est pas le médecin qui va aller rendre l'eau potable, non. C'est la coordination de l'environnement. S'il y a atteinte des hippopotames, comme on a vu dans les parcs Virunga, c'est pas moi, médecin humain, qui vais aller là-bas commencer à prélever les hippopotames ou etc. De toute façon, déjà, j'aurais peur, je vais fuir. Il faudrait que ce soit les experts du système, du secteur animal qui soient impliqués et on travaille de concert. Et puis, les experts de la santé humaine. C'est comme ça qu'on doit travailler, coordonner, toujours savoir partager, coordonner, distribuer, discuter et non vouloir faire les choses en solo et réclamer, revendiquer d'être génie. C'est une mauvaise chose. Alors, est-ce qu'on a des questions d'abord par rapport à ça, avant que je ne passe à la dia suivante? C'est Non. clair, monsieur. Merci, mes amis. Alors, auparavant, j'ai mis les deux images en miroir pour vous montrer l'évolution de la riposte et du système de gestion de l'incident avant que le COUSP ne puisse être installé et après avec le COUSP actuellement. Avant le COUSP, on avait un coordonnateur de la riposte ou de la réponse au niveau national qui travaillait avec le groupe de travail qu'on appelait les commissions. Il y avait les chefs des commissions dans toutes les commissions. Il y avait la surveillance, le laboratoire, la prise en charge, le groupe PCI, prévention et contrôle de l'infection, la CREC, communication des risques et engagement communautaire, vaccination, logistique, administration, etc. Il n'y avait que les commissions, etc. Et lors d'épidémies d'Ebola, votre serviteur qui vous parle était là, responsable du laboratoire, le président de la commission laboratoire directement, dans notamment l'épidémie de 2018 à 2020, etc. Mais avec le COUSP, l'organigramme a été modifié. On a maintenant le système de gestion de l'incident. Dans le système de gestion de l'incident, on désigne ce qu'on appelle l'incident manager, les gestionnaires de l'incident. Souvenez-vous, l'épidémie et tout ça, c'est considéré comme étant des incidents. Et chaque incident doit être géré. Alors, on a toujours ce qu'on appelle la personne qui gère l'incident. C'est celui-là qu'on appelle incident manager, gestionnaire de l'incident. Et il a un adjoint qu'on appelle l'incident manager adjoint au niveau national. Et après, on a des incident managers pour chaque province. Donc, à la DPS, par exemple, au Nord Kivu, le chef des divisions provinciales est d'office l'incident manager adjoint. Donc, au niveau de la province. Parce qu'au niveau national, il y a un incident manager et chaque province est représentée par un incident manager adjoint qui est le chef de division. Et bien sûr, il y a les composantes sécurité, mais le système de gestion de l'incident est différent en ce que il a quatre grandes sections. Nous avons la section à droite, comme vous le voyez avec mon curseur, la section administration et finances. Nous avons la section logistique
nous avons la section planification. C'est là qu'il y a la gestion des données, des archives. Et nous avons la plus grande section et bon, enfin, la plus grande, hein, parce que c'est elle qui prend presque tout. Ce qui est opérationnel, c'est la section des opérations. Et la section des opérations peut avoir un adjoint, un chef de section adjoint, mais dans chaque province. Alors, au niveau de la province, les chefs de section adjoints ou les chefs de section opération adjoints, ce rôle revient au chef des bureaux information sanitaire, InfoSan. Donc, nous avons les CD. Le CD est entouré de ce qu'on appelle les chefs des bureaux. Chef des bureaux information sanitaire, chef des bureaux ceci, chef des bureaux cela. Maintenant, parmi les chefs des bureaux, le chef des bureaux InfoSan répond ou il fait office des chefs des sections des opérations adjoints. Et c'est dans les opérations maintenant que nous avons la surveillance, maintenant les groupes de travail que vous avez ici, la PCI, WASH. WASH, ça signifie eau, assainissement et hygiène, Water, Sanitation and Hygiene en anglais. Nous avons le laboratoire, la CREC, que j'ai mentionné plusieurs fois. Et nous avons maintenant ce qu'on appelait auparavant la prise en charge médicale, qui est devenue la prise en charge holistique. Holistique, c'est ce qui inclut tout, général. Si on dit une compréhension holistique, par exemple, actuellement, il y a une crise en RDC, on va dire la gestion holistique de la crise. Ça signifie la gestion de toutes les composantes de la crise. Voilà, ici, la prise en charge holistique comprend la prise en charge médicale et la prise en charge nutritionnelle également, qui est incluse et autres. Et puis, on a un groupe de travail vaccination et il y a également un groupe recherche qui a été mis à part où on peut faire la recherche. Tous ces groupes ici sont appelés en fait des piliers, des axes stratégiques de la riposte au niveau du gouvernement, que ce soit provincial ou national. Ce sont les axes de la riposte. Est-ce que j'ai une question ici? Il nous reste 30 minutes, bien sûr, pour finir. C'est clair, je suppose. Voilà, maintenant, dans le fonctionnement du COUSP, je vous ai parlé, je reviens juste sur ça en faisant des petits points pour vous aider à bien comprendre. Je sais que vous avez déjà bien compris parce que vous n'avez pas de questions, mais je le répète, de toute façon, ça n'ennuie à personne. Quand vous avez une alerte, vous la transmettez au niveau des équipes, que ce soit de l'aire de santé ou la zone de santé. La zone de santé va venir pour investiguer l'alerte. Et quand l'alerte est validée, l'alerte devient un suspect. Le suspect va subir l'investigation jusqu'au bout, l'investigation, et puis jusqu'à ce qu'on va lui faire un prélèvement. Le prélèvement est envoyé au laboratoire qui confirme. Si le laboratoire confirme le cas, ça signifie que, il y a une épidémie, le cas est confirmé, le mode riposte ou le mode réponse est activé. Et avec toute la conséquence et la cascade que l'on a vue. Par contre, si le, le cas suspect est testé négatif, c'est un non-cas, il est déchargé comme non-cas ou déclaré non-cas. L'alerte validée, d'accord, c'est un risque de santé publique par rapport à un événement ou un incident. Et une fois que l'alerte est validée qu'il y a une épidémie, le Centre des opérations des urgences de santé publique, le COUSP, va passer en mode action ou en mode riposte. Non, en mode action. Ce qui fait que euh, ils font, en fait, on élève le seuil d'intervention épidémique. On l'élève un peu. Et quand le seuil d'intervention épidémique est atteint, le COUS peut activer maintenant en mode riposte. Et là, il active le système de gestion de l'incident. Ça signifie simplement quoi en pratique? Quand vous avez une alerte, le COUSP suit l'alerte à distance, ils suivent de près l'alerte. Ça signifie qu'ils étaient en mode veille, ils dormaient un peu, ils somnolaient. Quand il y a une alerte, ils se réveillent, mais ils regardent. Ils n'agissent pas encore, ils regardent, ils essaient de s'apprêter, etc. Quand vous dites que c'est un incident, c'est une épidémie, c'est un cas confirmé à ce moment-là, le COUSP est maintenant, il est maintenant activé en mode réponse
et ils vont mettre en place ce système de gestion de l'incident. Alors, je vais résumer les trois modes ici, le mode veille, le mode alerte et le mode réponse pour voir la différence. Je résume. Alerte, le COUS passe de mode veille à mode alerte. Et dès que le seuil d'intervention épidémique est atteint, le COUSP quitte le mode alerte, il passe en mode réponse ou en mode riposte. Alors, le mode veille, c'est quoi? Vous voyez, il y a une caméra comme image d'illustration. Ça signifie que il surveille. Il dort, mais il est en train de surveiller. Il est en veille. Ça fonctionne. En veille, ça ne signifie pas que tu ne fais rien. Tu fonctionnes, mais au minimum ou dans la routine. Le COUSP fonctionne avec un personnel minimum, mais qui est permanent. Ça, c'est l'équipe permanente. Le COUSP effectue une activité de surveillance basée sur les événements. Ça, c'est une surveillance des routines. On surveille les maladies diarrhéiques, les maladies respiratoires, les maladies éruptives, les maladies avec fièvre hémorragique, etc. Ils gèrent les alertes, ils produisent des SITREP et des SPOTREP, ils effectuent une évaluation des risques et ils élaborent un plan des risques et des annexes propres sur chaque danger. Ça, c'est leur travail de tous les jours. Donc, tous les jours, les gens du COSP font exactement ça, ce qui est en mode veille. Ensuite, quand il y a une alerte de santé, le COSP quitte le mode veille. Voilà pourquoi vous voyez, il passe en jaune pour dire qu'il y a une alerte. Alors, quand il y a alerte, par exemple une alerte d'anthrax ou autre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'impliquer dans l'intensification de la surveillance, vous allez corriger, de l'incident. Ils vont s'impliquer dans l'intensification de la surveillance de l'incident. Ils vont convoquer une équipe pour évaluer de manière préliminaire l'événement ou l'incident en cours. Ils vont générer les notifications et ils peuvent déjà à ce stade coordonner avec les autres ministères ou les autres groupes de travail qui sont non santé. Par exemple, pour l'épidémie d'anthrax, le ministère de la Pêche, le ministère de l'Élevage, de l'Environnement. Récemment, lorsqu'il y a eu des inondations à Kinshasa, au début du mois de mai, je pense, ou fin avril, le COUSP est passé d'abord en mode alerte avant de passer poste, mais cette fois-là, il n'y avait pas que la santé. Il y avait d'autres ministères, le ministère des Infrastructures à Kinshasa, le ministère de l'Environnement, le ministère des Travaux publics, il y avait la partie sécurité, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la coordination des affaires humanitaires. Évidemment, tous ces groupes doivent être activés. Donc, vous faites la coordination avec d'autres ministères, d'autres groupes de travail. Vous pouvez préparer un déploiement si vous sentez que l'épidémie peut avoir lieu. Vous préparez un déploiement avec toutes les équipes. Et si c'est avéré, vous pouvez même déployer une équipe d'intervention rapide pour faire une investigation approfondie. Les interventions rapides, je n'en parle pas ici, mais c'est une équipe multidisciplinaire qui comprend les médecins, les personnels du labo, les épidémiologistes, les infirmiers, etc., qui est formée sur l'État sur un certain nombre de sujets critiques. Par exemple, ils peuvent être formés sur les Mpox et ils peuvent être déployés rapidement dans la communauté ou à un endroit précis, recueillir des informations plus poussées, collecter des échantillons en grande quantité, ramener pour pouvoir analyser et on va faire l'analyse des données qu'ils ont fournies. Si les données sont probantes, sont solides, elles justifient qu'il y a une besoin d'intervention normale. Maintenant, on peut déployer une équipe normale pour appuyer cette zone ou cette contrée, etc. C'est ça le rôle des équipes d'intervention rapide. Et bien sûr, pendant que le COUSP est en mode alerte, ils peuvent lancer déjà ou rédiger un plan de riposte ou un plan de réponse. Ça, c'est le COUSP en mode veille. Et une fois que le seuil critique d'intervention est atteint, là, le COUSP va passer en mode riposte ou en mode réponse. Là, il s'active. C'est à ces moments-là qu'ils vont mobiliser les autres personnels du système gestion de l'incident et des experts. Par exemple, moi, je ne travaille pas au COUSP. Mais quand il y a des incidents urgents, une épidémie et autres, je peux être mobilisé selon mon expertise. Mais plusieurs experts du pays peuvent être maintenant mobilisés selon le besoin pour appuyer l'activité qui est en cours. Et bien sûr, il faut les faire en liaison avec les autres ministères parce que la gestion des urgences ou des incidents
peut toujours être associé, d'accord, à une activité multisectorielle. Par exemple, quand il y a eu épidémie à Beni, à Butembo, etc., c'était dans une zone contrôlée par les ADF. Alors, il n'y avait pas que la santé qui faisait les Ebola et autres, il y avait la sécurité. Mais on devait impliquer les autorités pour gérer cela. La population a commencé à refuser tout ce qui avait trait à Ebola. Ils pensaient que ça venait voilà, de quelqu'un qui était à l'époque président de la République. Ce qui fait que, ils ont commencé à résister parce qu'ils n'en voulaient plus. Il fallait un engagement communautaire, une mobilisation sociale, une bonne communication pour inclure. On a dû même faire intervenir les évêques, les représentants des églises, etc., puisque il fallait une collaboration multisectorielle. Alors, le COUSP, qui avait déjà commencé en fait, à faire, qui avait déjà un brouillon ici, lors du mot d'alerte, qui écrivait déjà un brouillon du plan des ripostes. À ce moment-là, ils vont finaliser le plan des ripostes. Pourquoi? Pour la première période, la période initiale, parce qu'ils ont tous les éléments. Ils peuvent ajuster, bien sûr, ces plans des ripostes. Ils vont maintenant déployer les experts sur terrain et ils vont faire une connaissance approfondie de la situation et ensuite signaler ces actions spécifiques au niveau hiérarchique. Le niveau hiérarchique ici, ça sera la coordination stratégique. Donc, le ministre et les partenaires technico-financiers et la coordination une santé. Et c'est ainsi qu'on va gérer l'incident. Question. C'est très sophistiqué, mais voilà, c'est compréhensible. Ça doit prendre du temps de lire, de comprendre et de voir comment cela fonctionne. C'est clair? Alors, c'est quoi le système de gestion de l'incident ou les fonctions? C'est quoi le système de gestion de l'incident? C'est ce qu'on appelle les SGI, j'en ai parlé plusieurs fois. Les systèmes de gestion de l'incident, c'est en fait une approche standardisée qui est réunie et qui permet à ce que les acteurs de la riposte et les différents intervenants, donc le gouvernement, le secteur privé, les ONG et autres, puissent travailler de manière coordonnée pour gérer un incident. Je viens d'en parler tout à l'heure avec des exemples. Voici maintenant un peu la définition littéraire, mais bon, voilà, même s'il est un peu chamboulé. Voilà, donc le système de gestion de l'incident, c'est vraiment une approche très standardisée, hein, qui permet de réunir tous les acteurs de la riposte et les intervenants, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du secteur privé, des ONG et autres, pour travailler en coordination afin de gérer l'incident. C'est un système qui est temporel. Ça signifie c'est un système qui se base dans le temps, qui peut être mis en place et être démis selon le besoin. Voilà pourquoi il est temporel. C'est un système qui est évolutif. Selon que l'incident que vous gérez s'agrandit, s'élargit, se complexifie, vous pouvez également adapter la structure qui les gère ou qui les coordonne ou inclure les autres acteurs selon la gestion de cela. Voilà pourquoi il est évolutif et bien entendu, il est flexible parce que vous le changez à tout moment. Ce système est fait pour s'adapter à tout type d'incident et au niveau d'activation. Donc, en fait, le système de gestion de l'incident est fait pour s'adapter pas seulement aux épidémies, mais à la plupart d'urgences et des crises que le pays peut traverser. En 2021, il y avait une éruption volcanique à Goma. Alors, ce qui fait qu'il y a eu un incident. Si le COUSP existait à ce moment, ils auraient mis en place un système de gestion de l'incident lié à l'éruption volcanique. Quand il y a inondation, quand il y a guerre, normalement, le COUSP devrait intervenir à certains niveaux, mais la guerre, il y a plus de politique. Quand il y a une épidémie, quand il y a toutes sortes d'urgences ou d'incidents, quand il y a incendie, quand il y a tremblement de terre, on peut intervenir avec les différents niveaux d'activation faibles, moyens ou élevés. Et le système de gestion de l'incident coordonne aussi les ressources qui lui sont données. Parce que les partenaires peuvent dire que non, moi, je donnerai la nourriture aux réfugiés. Lui, celui-ci dit, comme partenaire, je donnerai le logement. Celui-ci dit, je pourvoirai aux soins. Je donnerai les équipements de laboratoire pour les diagnostics. Je donnerai des médicaments. Je donnerai des appareils, des respirateurs. Je donnerai des véhicules pour permettre à ce que les équipes des ripostes puissent agir. Je donnerai de l'argent pour que les gens soient payés, qu'ils travaillent efficacement. Je donnerai des médicaments, etc. Alors, ça deviendra une véritable foire
s'il n'y a pas de coordination. Alors, le COUSP a également la responsabilité de coordonner les différentes ressources qui sont mises à sa disposition. Est-ce que c'est clair? Voilà, je pense que c'est. Alors, quels sont les rôles et les responsabilités des membres qu'on a dans le système de gestion de l'incident? J'en avais parlé. Incident en anglais, c'est incident. Et le gestionnaire de l'incident, c'est celui qu'on appelle l'incident manager. L'incident manager, il est responsable de tous les aspects d'une riposte. La riposte peut être au Mpox, à la rougeole, à la rage, à la fièvre jaune, à Ebola. Donc, l'incident manager est désigné par rapport à une maladie précise. Est-ce que c'est clair par rapport à une maladie précise? Par contre, le COUSP, lui, il est permanent. Et à chaque fois qu'il y a une maladie, on peut désigner. Donc, si vous avez 10 épidémies qui sont en cours dans un pays, vous pouvez avoir 10 incident managers, chacun avec son équipe en train de gérer une urgence avec ses experts ou les experts qui sont les plus adaptés au profil de l'urgence que l'on gère. Ça, c'est important. Alors, l'incident manager définit les objectifs, les stratégies et les priorités de l'incident et il gère toutes les ressources humaines, logistiques et financières qui lui sont apportées, bien sûr, dans le cadre de la riposte. Il doit mettre en œuvre le plan d'action global de l'incident ou de la crise. Il doit déterminer le besoin en ressources nécessaires pour lui permettre de bien poser ses actions. Il doit rendre compte, il doit former, c'est ce qu'on appelle briefer, mais en fait, c'est une formation accélérée, rapide, le personnel. Il peut proposer hein, des permutations à certains personnels, par exemple. Il peut dire, mon expert se trouve au sud Kivu, j'ai besoin pour cet incident qui vienne m'aider à gérer à Goma. Alors, il va proposer à son organe d'attache que j'ai besoin de l'expert X et de l'expert Y pour gérer, par exemple, l'incident d'anthrax depuis tel endroit parce que j'estime qu'il a les compétences nécessaires. Étant donné que ça, c'est un programme étatique, c'est un organe étatique, il peut écrire à d'autres partenaires ou à d'autres organes étatiques du gouvernement de la RDC et proposer cette permutation sur base du besoin qu'il y a. Et l'incident manager doit veiller constamment à l'efficacité opérationnelle des interventions et bien entendu des intervenants. Il est aussi chargé de mobiliser les ressources et de s'assurer qu'ils sont bien gérés. Il doit déterminer la manière dont les réunions se tiennent et le mode des réunions qui existe parce que vous n'allez pas non plus passer toute une saison à ne faire que des réunions alors que vous devez aller travailler. Donc, vous devez avoir des réunions, vous devez avoir le temps d'aller sur le terrain pour travailler et de revenir rendre compte pour certaines activités. Il détermine le besoin en partage d'informations et il maintient la connaissance permanente de la situation. Et donc, il donne un rapport, si je peux dire, à la hiérarchie, qui est en fait le ministre de la Santé, en collaboration avec ses chefs hiérarchiques, le COUSP et l'INSP. Donc, l'incident manager travaille avec eux. Et bien sûr, il rapporte à la coordination stratégique, ça c'est important. Il a un adjoint qui est l'incident manager adjoint qui peut le remplacer en cas d'empêchement et qui peut gérer bien sûr tous les aspects techniques et toutes les tâches qui lui sont déléguées par l'incident manager. L'adjoint de l'incident manager n'agit que sur les délégations qui lui sont faites. C'est ça le rôle d'un adjoint. Un adjoint agit par délégation et non de fait. Ça veut dire que si celui qui est titulaire te délègue une tâche et une autre, là, tu le fais. Bon, malheureusement, en RDC, vous avez des adjoints qui sont au-dessus des larves alors que son chef, lui, est par terre. Voilà, c'est pas normal. Alors, à part l'incident manager adjoint, vous avez vu qu'il n'a pas beaucoup de fonctions. Les fonctions reviennent à l'incident manager et c'est clair, même dans l'administration. Vous avez les chefs de section opération. Ils dirigent les opérations de la riposte et il appuie les différents piliers du système de gestion de l'incident Mpox. C'est lui le chef des opérations qui peut établir les orientations, donner les tactiques, de la façon dont on va mettre en œuvre les différentes interventions sur le terrain pour réussir à gérer avec succès un incident. Ça, c'est les chefs des sections.
Et au niveau national, il coordonne en fait tous les piliers. Les piliers, c'est le groupe que vous avez vu, le groupe de travail, laboratoire, recherche, surveillance, CREC, vaccination, PCI, prise en charge holistique, logistique, etc. Il les coordonne et il leur donne des orientations techniques quand, par exemple, le protocole qu'ils doivent utiliser, les procédures standardisées opérationnelles qu'ils doivent utiliser, les outils qui doivent être utilisés au cours de cette épidémie. C'est lui qui donne des orientations et aussi il guide hein, la façon dont les activités doivent être menées en province et il aide également à établir les liens entre les différents groupes de travail, que ce soit au niveau national et au niveau provincial. L'erreur ici, c'est de croire que chaque groupe de travail va commencer à agir seul, en électron libre, sans se concerter et coordonner avec les autres. Par exemple, la surveillance va sur le terrain, ils trouvent des cas, ils doivent prélever les échantillons, mais c'est au laboratoire qu'ils doivent demander comment est-ce qu'on va faire les prélèvements. Pouvez-vous nous dire quel prélèvement on doit faire, dans quel tube, de quelle manière, à quelle température, dans quelles conditions on peut prélever? Et nous, les laboratoires, on va leur dire veuillez faire A, B, C, D, E, F et G et ils prélèvent les échantillons. Quand ils vont ramener les échantillons, ce n'est pas eux-mêmes qui vont transporter les échantillons. Non, il y a une logistique qui est mise en place pour les aider à transporter les échantillons. Quand les échantillons vont être transportés, ils peuvent être arrêtés en route ou ils peuvent être sécurisés par les équipes de la sécurité parce qu'il s'agit d'une coordination multisectorielle. Et c'est ça le rôle, évidemment, des chefs des opérations, de mettre en lien les piliers ou les groupes de travail, que ce soit au niveau national ou provincial. Et au niveau provincial, les chargés des opérations va faire la coordination des piliers, des groupes de travail et des appuis à la zone de santé en appliquant bien sûr les orientations qui ont été données par les chargés des opérations au niveau national. Et celui du niveau provincial, il va centraliser les rapports d'activité de tous les groupes de travail, que ce soit au niveau de la province et des zones de santé. Et il va également mettre en lien les groupes de travail, tant du niveau provincial ou du niveau local que ceux du niveau national, parce que on peut avoir une réunion entre les laboratoires de tous les pays qui gèrent l'incident Mpox. Et c'est le chargé des opérations qui va nous mettre en contact. Et bien sûr, on peut tenir ces réunions. Les collègues de la surveillance du niveau central peuvent vouloir se réunir avec les collègues des provinces. Et le chargé des opérations est obligé de faciliter cette interaction. Et bien évidemment, c'est ça son rôle. Et il doit également être en collaboration avec la section planification, c'est celle qui gère également les données et les archives, pour pouvoir être en harmonie. Parce que si on dit que le focus ou les plus grands gaps ou les plus grandes lacunes sont constatées dans telle zone de santé et que les chargés des opérations demandent à ce qu'on aille dans une autre zone de santé, s'il n'y a pas de collaboration, on n'aura pas des actions efficaces. Par exemple, l'épicentre de l'épidémie est à Kirochi. Et la surveillance estime que les activités doivent être menées à Kirochi. Mais le chef de section opération, lui, veut aller mener des opérations à Mouissou, qui n'est pas en urgence comme Kirochi. Alors, pour résoudre ces problèmes, il faut alors qu'il y ait une collaboration avec la section planification, parce que la section planification doit recevoir les feedbacks et savoir où est-ce qu'il faut mettre le doigt, les curseurs, etc. C'est ça son rôle. Et au niveau du terrain, euh, les chargés des opérations gèrent également les ressources qui peuvent permettre d'intervenir, telles que les équipes d'intervention rapide dont je vous ai parlé. Les équipes d'intervention rapide sont gérées au niveau de chaque province par les chargés des opérations. Maintenant, j'ai défini ce que j'avais déjà dit. Les équipes d'intervention rapide, qui sont-ils? Ce sont des personnes, ce sont des équipes techniques, multidisciplinaires, je vous l'avais dit, infirmiers, médecins, laborantins, pharmaciens, épidémiologistes, cliniciens, autres, qui peuvent être facilement disponibles, qui peuvent être facilement mobilisables, qui peuvent être déployés rapidement pour intervenir et fournir des informations sur l'évolution d'une situation sur le terrain. C'est ça le rôle des équipes interventionnelles et des équipes d'intervention rapide sur le terrain. Et leur structuration peut naturellement varier en fonction des besoins que l'on a au niveau de la riposte. Question par rapport à hier?
Équipe d'intervention rapide, rôle du chargé des opérations. Est-ce que j'ai des questions? Bon, je n'ai pas. Donc, prof, OK. De toute façon, on finit dans quelques minutes. Voilà. La section des opérations, elle définit également les priorités techniques des interventions. Ça, c'est très important. Et c'est la section opération qui va proposer ce qu'on appelle la désescalade ou la désactivation d'un incident. Je vous avais dit que le système d'incident, il est temporel, il est limité dans le temps, il est flexible, d'accord? Et à tout moment, selon le besoin, il peut être activé, il peut être désactivé. Et c'est le chargé des opérations, puisqu'il aura reçu les rapports de ces différents groupes techniques, laboratoire, surveillance, PCI, prise en charge holistique, TREC, vaccination, logistique et autres. On te dit qu'il n'y a plus du tout d'urgence, il n'y a plus du tout d'épidémie, il n'y a plus du tout de nouveaux cas. C'est le chargé des opérations qui aura la lourde responsabilité de présenter, de dire officiellement, de proposer au COUSP, au Centre des opérations des urgences, la désescalade ou la désactivation de l'incident. Et ensuite, le COUSP prendra action. Donc, si on n'a pas de nouveaux cas pendant une période donnée, normalement qui équivaut au double de la période d'incubation, on doit faire une désescalade. Qu'est-ce que ça veut dire? En pratique, en théorie, non, en pratique, la période d'incubation d'Ebola est autour de 10-12 jours en moyenne. Mais nous prenons une période d'incubation de 21 jours. Alors, lorsque vous êtes dans une épidémie Ebola et que vous n'avez plus de cas, vous commencez à faire les décomptes du nombre de jours jusqu'à atteindre la période qui équivaut à la période d'incubation. L'incubation, en théorie, on prend 21 jours. Ça signifie que si le dernier cas confirmé Ebola était le 31 janvier, vous avez 21 jours où vous devez observer s'il n'y a plus de nouveaux cas d'Ebola. Alors, après les 21 jours correspondent à une période d'incubation qui a été décidée de manière théorique, même si ce n'est pas très vrai. Après 21 jours, normalement, on doit faire la désescalade. Mais comme pour Ebola, on veut être sûr, on reconduit la période encore pour un autre nombre de jours de 21. Ce qui fait que si le dernier cas a été détecté le 30 janvier et qu'on n'observe plus de nouveaux cas, du 30 janvier au 21 février, ça va faire 3 semaines. Pendant 3 semaines, 21 jours, il n'y a pas de cas. On va encore reconduire pour 21 autres jours. On arrive au 28 février, ça fait 7 jours jusqu'au 14 mars. Si au 14 mars, qui correspond à une période où on n'a pas de nouveaux cas, pour une période équivalente à une période d'incubation qu'on a reconduite 2 fois, le chargé des opérations va dire au responsable du COUSP que, messieurs ou madame, voici que nous n'avons plus du tout d'incident. Je pense que le système de gestion d'incidents peut être désactivé. Et c'est ainsi que, donc, quand on n'a pas de nouveaux cas pendant une période équivalente à 2 fois la période d'incubation, on décide de la désactivation et le système de gestion de l'incident est désactivé. Mais le COUSP peut continuer à fonctionner cette fois-là en mode. Vous avez une idée? Vous savez, non? Le course va revenir à quel mode? Vous pouvez ouvrir le micro et dire le mot de départ. en mode éveil. Parfait, vous avez compris. Ils vont revenir en mode veille. C'est comme ça. Donc, retenez mode veille. Quand il y a un incident, il passe en mode alerte, il regarde de loin. Dès que l'incident est confirmé, on passe en mode riposte ou réponse. Quand le mode réponse est fini, le chargé des opérations constate sur terrain à travers ses équipes que pendant une période équivalente à 2 fois la période d'incubation, il n'y a pas eu d'incident ou de nouveaux cas. Il propose la dissolution, la désactivation, la désescalade et bien sûr la désactivation du système de gestion de l'incident. Voilà. Je voulais finir par les chefs des piliers, mais bon, on peut prendre ça pour demain. Je pense que je peux m'arrêter là. Il va être midi et je suis à temps et j'écoute vos questions pendant quelques minutes. S'il n'y en a pas, bien sûr, on lève l'encre.
À vous. Nous avons vu au cours du système de gestion de l'incident les différents. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Voilà, on a vu les différents niveaux d'intervention, que ce soit la coordination stratégique, la coordination opérationnelle nationale, la coordination opérationnelle provinciale, et bien sûr, au niveau des zones de santé, on a vu la coordination tactique et les différents intervenants, le rôle et les responsables, les rôles de chacun euh, le rôle de chaque niveau, le plan, la politique, les stratégies, mais évidemment les intervenants. Ensuite, nous avons parlé de l'activation du système de gestion d'incidents avec les trois modes, le mode veille, le mode alerte et finalement le mode réponse. Et nous avons fini hier par la façon dont le système de gestion de l'incident est désactivé une fois que l'on a l'équivalent de la période d'incubation sans cas rapporté. Et cette période d'incubation est reconduite une fois pour faire deux fois la période d'incubation. On peut déclarer la fin de l'épidémie, mais auparavant, le chargé des opérations va officiellement demander au coordonnateur du Centre des opérations des urgences de santé publique de désactiver le système de gestion de l'incident et le COUSP va subir ce qu'on appelle une désescalade pour passer du mode qui était le mode réponse en mode plutôt veille. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, hier, on a également parcouru les rôles hein, des différentes personnes qui sont impliquées dans la gestion de l'incident. On a vu le rôle de l'incident manager adjoint, et puis le rôle prépondérant, bien sûr, du chargé des opérations, parce que c'est sous lui qu'il y a toutes les activités qui sont relatives à la riposte opérationnelle. Bien sûr, il y a d'autres sections, administration, planification, etc. Mais la section opération est celle qui nous intéresse directement parce que elle a trait à l'opérationnel et c'est dans cette section que se trouve la surveillance, les laboratoires, la PCI, la prise en charge holistique, la vaccination et d'autres mécanismes. Alors, les chefs des piliers, en général, leur rôle, c'est d'élaborer, d'actualiser et de veiller sur l'application des outils qu'on utilise dans la riposte ou dans la réponse. Pas seulement les outils, mais aussi les SOP et bien sûr les stratégies qu'on utilise dans le pilier. Leur rôle, c'est de pouvoir les élaborer, ces stratégies, ces outils, même ces procédures, les actualiser et veiller à leur stricte application. Ils ont aussi la responsabilité, en tant que chef de pilier, de pouvoir encadrer les équipes du pilier dans la mise en œuvre des interventions de qualité. Bien sûr, selon ce qui a été décidé au point de vue stratégique au niveau du pilier. C'est ainsi que c'est à eux que reviennent également la responsabilité et de veiller sur l'efficacité, l'efficience et même l'intégration des interventions avec d'autres piliers. Par exemple, moi, je suis dans le pilier laboratoire. Je dois veiller à ce qu'il y ait cette intégration, cette efficacité des actions au niveau du laboratoire, bien sûr en collaboration avec les collègues de la surveillance, de la prise en charge holistique, parce que la riposte, c'est une équipe, c'est un tout. Alors, ce sont les chefs des piliers également qui se chargent de tout ce qui est stock, notamment les stocks des consommables, des intrants, de matériel. Par exemple, la quantité de réactifs disponibles pour faire des tests pour une maladie donnée, par exemple le virus Ebola, la maladie à virus Ebola, pour la COVID, pour le Mpox, c'est eux qui sont chargés de vérifier les stocks et les équipements qui sont utilisés par les piliers. Et c'est à eux donc que reviendra la responsabilité d'élaborer l'état de besoin, que ce soit en outils, en équipements, en réactifs, en consommables. Et bien sûr, ils vont suivre l'approvisionnement. Par exemple, vous voulez commander des milieux de culture pour faire la bactériologie dans les cas du diagnostic des méningites. C'est vous les responsables du pilier laboratoire qui devrez connaître les stocks des consommables que vous avez. Les, les anses,
les tubes, etc., les équipements qui vont avec, les incubateurs, par exemple, ici on est dans le cas de la culture. Et c'est vous qui élaborerez l'état de besoin des outils, des équipements, si vous en avez besoin, et bien sûr des consommables, et vous devez suivre l'approvisionnement. Les chefs des piliers ont également un rôle essentiel dans l'entretien, la maintenance des équipements qui sont utilisés dans les piliers, les processus d'étalonnage, hein, la calibration, le nettoyage, les contrôles périodiques, la stérilisation des équipements. Ici, cette façon de présenter les chefs des piliers a plus trait au laboratoire parce que c'est un peu plus au laboratoire qu'on utilise les équipements. Mais dans la surveillance, bon, ils n'ont pas assez d'équipements. Ils ont besoin d'ordinateurs, d'une base de données, euh, d'une connexion Internet et des outils, d'encore des logiciels, etc. Et les autres outils de surveillance. Dans la PCI, ils ont différents types d'outils. Dans la prise en charge, par exemple, eux, ils se chargeront de vérifier les consommables, bien sûr, les équipements, mais qui sont utilisés dans la prise en charge. Par exemple, les moniteurs cardio-respiratoires, les réanimateurs, les ballons d'embu, l'approvisionnement en oxygène, etc. Donc, ici, chaque pilier a ses spécificités selon son travail. Et c'est eux aussi qui vont assurer la production des données par rapport aux piliers, parce que les données, on les partage régulièrement, surtout en épidémie. Quand on est en mode réponse, il faut partager les données régulièrement, au quotidien, et les rapports des activités que vous faites dans votre pilier. Si vous êtes au niveau provincial, vous allez partager, ensuite ça ira au niveau central. Si vous êtes au niveau central, vous allez d'abord recevoir les feedbacks ou alors les informations des différentes province qui vous envoie. Ensuite, vous allez les centraliser et vous allez ajouter les activités que vous faites au niveau central pour produire un rapport. Et bien sûr, s'il y a des missions d'investigation sur terrain, des investigations quand il y a des flambées, il y a des événements de santé, les chefs des piliers peuvent participer ou ils peuvent désigner, déléguer les personnes qui vont participer à ces missions. Vous voyez qu'ils ont une responsabilité assez importante par rapport au travail qu'ils font dans la riposte ou dans la réponse, et cela doit être coordonné, structuré. Ça signifie aussi que les chefs des piliers, ici, il est important de le souligner, je ne l'ai peut-être pas écrit, ils assurent la gestion des ressources humaines des personnes qui sont dans leur pilier directement. C'est eux qui gèrent les staffs dans le pilier. Moi, je gère le laboratoire, ça signifie que j'ai l'équipe du laboratoire qui est dédiée à la riposte. Et ce staff, je les gère, je le coordonne, je le commande et je l'instruis. Et régulièrement, on a des réunions, des discussions pour voir les difficultés, les lacunes, mais aussi les choses à améliorer. En même temps également, il est important pour le chef de pilier de pas seulement de tenir les réunions régulières, mais aussi de relever les différentes difficultés qu'il peut y avoir. Par exemple, le problème des paiements, le problème de suivi des dossiers de ces personnes. Donc, le chef de pilier a cette lourde responsabilité. Et s'il est au niveau national, ça signifie qu'il doit suivre avec ses collègues chefs des piliers au niveau provincial, ceux qui sont impliqués dans la gestion de l'incident au niveau provincial. Donc, vous voyez que c'est un travail assez lourd. Et ceux qui sont au niveau zonal, au niveau de la zone de santé, s'il y a un pilier laboratoire ou un répondant du laboratoire, il doit également rapporter au niveau provincial et vice-versa. S'il y a des questions, vous le posez. Nous passons à la diapositive suivante. Alors, sur cette diapositive, on essaye de synthétiser le système de gestion d'incidents que j'ai déjà présenté et que j'avais également détaillé. Mais ici, j'essaie de le mettre de manière un peu plus schématique. Ce sont les diapositives que j'ai empruntées aux collègues du Centre d'opération d'urgence et santé publique. Et donc, je vais juste les décrire. J'avais dit qu'il y avait une coordination stratégique qui comprend en fait le ministre, et les partenaires technico-financiers, la coordination Une Santé, évidemment le directeur général de l'INSP qui est l'Institut de santé publique et les autres secteurs. Et bien sûr, ça, c'est sous la coordination directe du ministre qui a en charge la santé. Il y a ce qu'on appelle la coordination technique ou la coordination opérationnelle au niveau national, qui comprend également le système de gestion de l'incident. Dans ce groupe, vous avez l'Institut de santé publique avec un de ses organes qui est le COUSP,
Et le système de gestion de l'incident, souvenez-vous, ce système est temporel. Ça signifie qu'on le nomme, on le met en place pour gérer l'incident. Et quand l'incident est levé ou a disparu, a été résolu, ce système est désactivé et le coup se passe en mode normal. Alors, au niveau national, ce que vous devez savoir, c'est que il y a les sections. Il y a la section administration et finances, logistique, planification. Je vous avais dit que ce sont des sections importantes, mais pour nous, parce que nous faisons ici la gestion de l'épidémie et le cours concerne la surveillance et la gestion des épidémies. Pour nous, ce qui nous intéressera, c'est la section opération dans laquelle vous avez les différents groupes de travail, d'accord, ou les piliers, surveillance, laboratoire, prise en charge, prévention et contrôle de l'infection, communication des risques et engagement communautaire, vaccination, recherche, prise en charge holistique et autres. Je vous avais dit qu'au niveau provincial, vous avez ce qu'on appelle la coordination tactique. La coordination tactique du système de gestion de l'incident a également les mêmes sections, comme vous pouvez le voir, et y compris les groupes de travail ou les piliers. Et c'est ici qu'ils répercutent au fait les informations qu'ils ont reçues du niveau central, comme vous le voyez par cette flèche. Et ensuite, ils vont les transmettre au niveau zonal, au niveau de la zone de santé. C'est là, en réalité, que la riposte va se faire. Et donc, pour cela, au niveau du médecin-chef des zones et de l'équipe cadre de la zone de santé, il y a également une coordination une santé qui peut être associée, les partenaires technico-financiers, mais surtout les autorités politico-administratives. C'est ici que toutes les équipes vont se répercuter, chacun en groupe de travail opérationnel qui ira sur terrain et qui va implémenter les activités pour rendre compte à l'équipe cadre de la zone de santé. Et bien sûr, toutes ces activités ont pour but d'entrer dans la communauté, puisque c'est dans la communauté qu'il y a la maladie. Ce n'est pas au niveau des piliers, des structures, mais c'est dans la communauté, évidemment. Donc, c'est dans la communauté qu'il faudra agir. C'est juste un résumé de ce que j'ai dit précédemment pour rafraîchir votre mémoire. S'il n'y a pas de questions, je vais avancer sur la diapositive suivante. Alors, ici, j'essaie de schématiser la façon dont on met en œuvre l'incident avec le nouveau le système de gestion de l'incident. Comme je l'avais dit, il y avait une coordination stratégique qui est en fait conduite par le ministre qui est en charge de la santé. Et puis, il y a la coordination une santé, bien sûr, l'Institut national de santé publique, son directeur général, les partenaires technico-financiers naturellement, mais évidemment les secrétaires généraux des ministères impliqués doivent être représentés. Mais ici, comme on est dans la santé, je vais souligner le rôle du secrétaire général de la santé. Alors, une fois que ces décisions, ces orientations stratégiques sont prises, elles sont bien sûr transmises au Centre d'opération des urgences et santé publique, le COUSP. Et c'est le COUSP qui met en place ce qu'on appelle le système de gestion de l'incident au niveau national. Ce système de gestion de l'incident rapporte directement à la coordination stratégique. Et bien sûr, il est dans les COUSP parce que c'est le COUSP qui les met en place, ce qui fait qu'il doit rapporter à la hiérarchie au-dessus. C'est ici qu'on a un incident manager dont j'ai décrit le rôle hier et il a un adjoint qui peut le seconder et un incident manager national et un incident manager en fait les gestionnaires de l'incident et un incident manager national. Et puis je vous ai dit que au niveau des divisions provinciales de la santé, chaque chef de division est d'office l'incident manager adjoint. Mais bien sûr, au niveau de sa province, il est le responsable. Et bien sûr, au niveau provincial, là, la DPS, je peux peut-être zoomer pour vous permettre de voir au cas où vous ne voyez pas bien. Voilà, au niveau de la DPS, vous avez euh, le système de gestion de l'incident qui comprend le chef de division provinciale de la santé, qui est d'office incident manager provincial. Et puis, les chefs de division des autres secteurs. Si, par exemple, le secteur pêche est impliqué et élevage, le chef de division pêche sera également dans cette coordination, mais le chef de division santé est celui qui préside. Et puis, il y a un chargé des opérations adjoint. Souvenez-vous, hier, je vous ai dit que le chargé des opérations adjoint, normalement, c'est le chef de bureau qui a
le rôle d'information sanitaire. Le chef de bureau InfoSan, c'est celui qui devrait et qui joue donc le rôle de chef des opérations adjoint. Et bien sûr, il y a aussi cette équipe les interventions rapides, les EIR, dont je vous ai parlé hier, qui sont très flexibles et qui ont la capacité de se déployer rapidement sur le terrain. Ces équipes multidisciplinaires qui sont formées très rapidement et qui peuvent aider, qui peuvent être déployées avant l'épidémie ou dans les premières phases de l'épidémie et qui pourront supporter les équipes de la riposte un peu plus tard et qui ont pour but de pouvoir ramener des informations assez rapidement, mais aussi des échantillons. Ensuite, on a la zone, au niveau de la zone de santé où la plupart des activités vont se faire. Et au niveau de la zone de santé, vous avez l'équipe cadre de la zone de santé, les CZ que vous voyez, sous la direction du médecin-chef des zones, bien sûr, qui est assisté par les autres, par leurs homologues ou leurs équivalents dans la zone de santé, mais qui appartiennent à d'autres secteurs ou à d'autres ministères qui sont impliqués avec vous dans la gestion de l'incident. Ici, il est important de savoir que l'incident n'est pas seulement l'épidémie. L'incident, ça peut être, comme je l'ai montré hier, une éruption volcanique. Ce qui fait que, en cas d'éruption volcanique, dans le système de gestion de l'incident, on doit avoir les personnes du ministère, par exemple, de l'environnement, ceux qui ont en place, ceux qui ont en charge, par exemple, la recherche scientifique. Ils sont impliqués dans la gestion, par exemple, de l'observatoire volcanologique de Goma-l'OVG. Ceux qui ont en charge le contrôle du lac, c'est par exemple le ministère de l'Environnement et autres, etc. Ils peuvent être impliqués. S'il y a un tremblement de terre, s'il y a une inondation, s'il y a un incendie, plusieurs ministères peuvent être impliqués, également le ministère de l'Intérieur. Et bien sûr, ils vont étendre leurs actions au niveau des aires de santé, là où il y a la population, sur laquelle, évidemment, ces activités doivent être implémentées parce que les activités sont mises en place pour le bénéfice de la population. Et donc, c'est au niveau de la population, donc de la communauté, que cela doit se faire. C'est très important pour vous de comprendre et de connaître le système de gestion de l'incident parce que cela va guider la façon dont, si vous avez une responsabilité, à quelque échelon que ce soit, de l'arbre des décisions, vous pouvez influencer, impulser positivement et non pas se retrouver simplement comme un petit pion qui est bousculé à gauche, à droite, mais il faut que vous ayez la compréhension assez large et panoramique de ce qu'est le système de gestion de l'incident. Comme ça, vous savez que dans ce que j'ai fait, je contribue à X, Y et Z. Et grâce à ma contribution, le niveau hiérarchique supérieur aura tel bénéfice, le niveau hiérarchique inférieur aura tel intérêt. C'est très important. Ce n'est pas seulement des questions didactiques, mais aussi pratiques. S'il n'y a pas de questions, alors on avance ici. J'essaie maintenant de résumer les approches. L'approche est zonale. Ça signifie que c'est la zone de santé qui conduit les activités qui ont été décidées par le niveau central, le niveau national, qui ont été transmis au niveau intermédiaire provincial, mais c'est la zone de santé qui va les implémenter, d'accord? Qui va implémenter tous les programmes et les différents secteurs qui sont impliqués dans l'incident en question vont leur venir en appui. C'est très important. Ainsi, vous avez cette approche qui vous aide, on appelle l'approche 7-1-7. Ça signifie, pour améliorer la détection dans les 7 jours, on doit faire la notification un jour, ça veut dire chaque jour, et la réponse dans les zones de santé doit être appliquée tous les jours. C'est ça l'approche 1-7, 7-1-7. Vous faites la détection tous les jours, vous notifiez un jour, donc chaque jour, et ensuite vous répondez, vous organisez les activités de la réponse tous les jours de la semaine. Bref, vous comprenez que c'est un travail quotidien que vous devez faire. Vous avez également la partie données et analyse qui est très importante. Ici, l'approche est basée sur les données de l'analyse. Ça signifie vous faites une analyse de la situation, ce qu'on appelle une analyse situationnelle. Vous identifiez les évidences qui sont disponibles lorsque vous faites votre analyse. L'évidence, par exemple, c'est vous avez beaucoup de morts chez les enfants de moins de 5 ans, la plupart dans un tableau de déshydratation. Ça, c'est une évidence. Alors, quand vous faites une analyse, vous faites une analyse situationnelle de cela et vous essayez de comprendre la dynamique de l'épidémie pour ajuster la réponse. Vous pouvez, par exemple, au cours d'une épidémie que vous êtes en train de gérer, vous vous rendez compte que l'épidémie est bien gérée,
Mais l'incidence de la maladie, par exemple, n'affaiblit pas simplement parce que la population est très mobile. Donc, votre constat, votre analyse situationnelle est que il y a des populations qui viennent tous les jours et qui partent tous les jours. Ce qui fait que le contrôle de cette épidémie à long terme pose problème parce que si vous avez une population sur laquelle vous êtes en train d'agir, sur laquelle vous êtes en train d'implémenter les contre-mesures ou la riposte, il y a une partie de cette population qui se soustrait régulièrement au quotidien parce qu'elle voyage, parce qu'elle se déplace, etc. Ça signifie que, par exemple, les activités de la vaccination, vous vaccinez une partie de la population pour augmenter l'immunité de troupeau, l'immunité des masses dans la population, mais une partie de cette immunité est enlevée, ce qui fait que, pour vous qui avez suivi les cours, vous allez fortement impacter votre RE, le taux de reproduction, d'accord, effectif, parce que le nombre de vaccinés va diminuer. Ça, c'est un exemple. Vous notez aussi qu'il y a des arrivées chaque jour. Ça signifie que vous avez une population vaccinée, par exemple, à 70% ou à 80%. Mais chaque jour, il y a des nouveaux arrivés et des nouvelles personnes qui arrivent. Et quand il y a des nouveaux arrivants, la taille de la population augmente. Si vous aviez sur 1000 personnes, vous aviez vacciné 700 personnes, ça représente 70%. Mais maintenant, si les 70% restent vaccinés, mais il y a 500 personnes qui s'ajoutent, ce qui fait que vous êtes maintenant à 1500. Alors, ou à 1500, etc. Ce qui fait que les 700 personnes vaccinées ne représentent plus les 70% de la population qui était censée arrêter la propagation de la maladie parce qu'ils sont vaccinés ou immunisés, mais ils représentent maintenant 50% de la population. Ça signifie que il y a plus de personnes qui sont sensibles dans la communauté qui vont faire encore la maladie. Ce qui fait que quand vous conduisez la riposte, vous faites cette analyse situationnelle, vous identifiez les évidences pour mieux comprendre la dynamique de l'épidémie et vous ajustez la réponse. Ici, dans l'exemple que j'ai donné, l'ajustement sera simple. Soit vous fermez la frontière pour que les gens ne sortent pas et n'entrent pas, vous gardez les gens à l'intérieur pour les vacciner, les contrôler jusqu'à ce que vous puissiez contrôler l'épidémie. Ce qui fait que d'une part, ceux qui sont à l'extérieur ne vont pas entrer, ils ne vont pas venir augmenter la sensibilité de la population parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et ceux qui sont à l'intérieur ne vont pas sortir. La, l'immunisation va augmenter parce que vous allez continuer les activités. Vous pouvez passer de 70% à 80, 90 ou 95%, ce qui est déjà très intéressant. Ensuite, vous devez avoir des interventions qui sont multisectorielles, d'accord, pour soutenir la réponse. Comme je l'ai dit hier, lorsque vous avez, par exemple, un tremblement de terre ou une éruption volcanique dans la ville de Goma, l'incident ici, c'est l'éruption volcanique et ses conséquences. C'est ça que vous gérez. Mais qu'allez-vous gérer? Vous allez gérer les maisons qui se sont effondrées, qui ont tué des gens. Il faut évacuer les corps et soit les enterrer, soit les amener à l'hôpital pour être opérés. Vous voyez qu'à ce moment, à cause d'une éruption volcanique qui est suivie d'un tremblement de terre, les personnes vont être transférées à l'hôpital pour être opérées. Du coup, les cliniciens, les chirurgiens, les réanimateurs sont impliqués dans la gestion d'incidents. Ça devient multisectoriel. Les personnes qui vont être enterrées, vous allez appeler la Croix-Rouge, etc., qui ira également enterrer les autres équipes. Ça signifie multisectorialité. Mais vous allez identifier les corps et autres. Comment vous allez les faire si vous ne travaillez pas avec le ministère de l'Intérieur? Il y aura de l'attention sur les populations qui sont décédées, les corps, les cadavres, la façon dont il faut gérer. Il faut mettre de l'ordre. À partir du moment où il faut mettre de l'ordre, ça signifie les ministères de l'Intérieur. Les ministères de l'Intérieur envoient la police, la sécurité. Ça peut être également une occasion pour que l'armée soit mobilisée pour soutenir les activités qui se font. Et il faudra débourser de l'argent, bien sûr, pour pouvoir organiser tous ces événements. Et l'argent, bien sûr, ça fait les finances, ça fait l'économie, ça fait le portefeuille, ça veut dire que d'autres secteurs vont venir. Et quand j'ai dit, je cite les ministères, ça signifie que les différents ministères, ça signifie que tous les partenaires qui travaillent, qui collaborent avec ces ministères sont d'office impliqués. Et c'est ça la multisectorialité. Et ensuite, vous allez penser loger ces populations, par exemple des zones sinistrées, parce qu'ils ont des problèmes particuliers. Vous allez faire appel au Conseil des réfugiés, etc., à l'UNICEF pour construire des camps des réfugiés. Mais ces personnes que vous allez délocaliser, déplacer, vous devrez les nourrir.
Mais comment les nourrir? Ça signifie que vous allez avoir le partenariat avec le Programme alimentaire mondial, avec l'UNICEF pour fournir de la nourriture, des aliments, des vêtements. Vous allez avoir le ministère de la coordination des affaires humanitaires, etc. Vous voyez comment, pour un seul incident, vous pouvez avoir une gestion multisectorielle et voilà pourquoi on doit avoir une coordination pour gérer toutes les opérations. Pas un groupe de personnes qui se décident, là, par exemple l'UNICEF ou ceux qui travaillent dans les HCR, etc. Ils se rendent eux-mêmes dans un camp, ils commencent à donner la nourriture, ils donnent les habits. Les gestionnaires de l'incident ne sont pas au courant, mais comment est-ce qu'on va coordonner? Et ils donnent finalement un autre groupe de personnes dans ces mêmes camps n'a pas reçu. Il y a des émeutes dans les camps. Et quand il y a des émeutes dans les camps, ces gens-là, tout ce qu'ils font, vous le savez, ils fuient parce qu'ils ne vont pas rester là-bas. Maintenant, ils vont appeler les autorités pour dire que non, venez intervenir, envoyez la police. Mais comment la police va venir être déployée sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas? Ils vont venir, ils vont tirer en l'air, sommation, etc. Mais on n'aura pas résolu le problème. Qu'est-ce qui a créé les émeutes? C'est parce qu'ils ont vu que l'aide humanitaire est venue et a été donnée à un groupe de personnes et pas à d'autres. Pourtant, ils sont tous dans les mêmes conditions. Ils ont tous été victimes du même événement, du même incident. Voilà pourquoi il est utile de pouvoir organiser l'incident, le coordonner correctement et grâce aux équipes multidisciplinaires. Le dernier point, c'est que toutes ces actions qui sont mises en œuvre au cours de la riposte, elles ont pour rôle, pour responsabilité de pouvoir renforcer les systèmes existants afin d'assurer la perpétuation des services. C'est ça qu'on appelle la résilience. Ça signifie quoi? Avant que le ministère avant que l'éruption volcanique, par exemple, arrive à Goma, il n'y avait pas un camp construit en bonne et due forme où les gens pouvaient habiter. Une fois que l'éruption volcanique a eu lieu, on a construit un camp pour les personnes qu'on a délocalisées. On a fourni de l'eau, etc., de la nourriture. Ça signifie que ça peut être les points de départ d'un développement de la population, d'un développement de la communauté. C'est ici maintenant qu'il y a le rôle des gouvernants, les politiques, ceux qui prennent des décisions. Ils peuvent dire que non, à cause de l'épidémie, on a été capable de donner de l'eau à telle population parce qu'il manquait de l'eau. Mais pourquoi dans le même élan, dans le même esprit, n'est pas carrément de donner de l'eau, par exemple, à tous les habitants de Mouja, de Bouéné, de Majengo, etc. Ça devient un renforcement du système. Dans les hôpitaux, il y avait un faible niveau de PCI ou d'hygiène, si vous voulez, pour être un peu plus compréhensible, parce qu'il n'y avait pas assez de kits de PCI, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de masques, des bonnets, il n'y avait pas de chlore, il n'y avait pas de mesures adéquates pour protéger la population, pour faire la sanitation et l'hygiène. Après l'épidémie, parce qu'on a implémenté toutes ces mesures, on les garde maintenant dans tous les hôpitaux. Les niveaux de PCI, les niveaux d'hygiène, de propreté, de soins augmentent dans la population, augmentent dans les hôpitaux. Ça signifie que vous faites la résilience, vous améliorez le système avec un événement précis qui a eu lieu. Je vous montrerai peut-être un exemple avec le laboratoire. C'est ça le rôle d'une riposte. Il ne faut pas conduire la riposte, gérer les incidents simplement en faisant de la riposte pure et quand la riposte ou l'incident est passé, on oublie tout, on jette tout au prochain incident, on reprend tout. Non, ça c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps et c'est même ridicule. Ça signifie que les gens ne réfléchissent pas. Quand vous avez rencontré un incident, vous l'avez géré correctement. Ceci vous a donné l'intelligence pour maintenir cela, prévenir que cela ne revienne pas. Si vous n'avez pas la capacité de prévenir parce que vous n'êtes pas Dieu, par exemple, pour arrêter une éruption volcanique ou une tempête, etc., vous pouvez anticiper qu'à chaque fois que ces genres d'événements viendront, voici comment on activera notre plan de contingence. Très rapidement, la gestion de l'incident se fera de manière urgente pour qu'il y ait moins de morts, moins de dégâts, moins de causalité. C'est ça moins de dégâts, je voulais dire, casualties en anglais. C'est ça le rôle du système d'incident. Et non pas répondre et puis c'est tout, vous classez dans le tiroir. Une autre fois, ça vient, vous commencez encore à vous demander c'était comment, vous reprenez à zéro. Ce n'est pas intéressant.